Les passagers se figèrent net lorsque le berger allemand bondit vers la valise bleue, grognant, aboyant, les crocs découverts, comme s'il venait de repérer une menace mortelle. Les agents crièrent immédiatement aux gens de reculer. La valise ne bougeait pas. Mais quelque chose à l'intérieur, oui. Le chien policier colla son museau contre le bagage, poussant un gémissement étrange, presque déchirant, une détresse que personne ne lui avait jamais entendue. Son maître tenta de le rappeler, mais le chien refusa de céder un centimètre. Il griffait la fermeture éclair, aboyait frénétiquement, comme si ce qui était à l'intérieur manquait d'air, comme si chaque seconde comptait. On murmura qu'il devenait fou, qu'il réagissait à une odeur inhabituelle, mais Rex, car c'était son nom, redoubla d'agressivité. Il martelait la valise de ses pattes, haletait fort, aboyait encore plus, déterminé à l'ouvrir lui-même si personne ne le faisait. L'agent Donovan accourut, attrapa la poignée et hurla « À qui appartient ce bagage ? Avancez immédiatement !» Personne ne bougea. Les agents encerclèrent la valise. Les touristes échangeaient des chuchotements affolés. Une bombe? De la drogue? Une arme? Personne n'avait la réponse. Mais lorsque les officiers finirent par ouvrir la valise, tout le monde regretta d'avoir regardé. Le contenu était bien plus terrifiant que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Restez avec nous car cette histoire va vraiment vous secouer. Avant de commencer, n'hésitez pas à aimer la vidéo, vous abonner et surtout, dites-moi dans quel pays vous nous regardez. C'est toujours un plaisir de voir jusqu'où voyagent de nos histoires. L'aéroport vibrait de son chaos habituel du matin. Roulement de valises, annonces répétées dans les haut-parleurs, voyageurs pressés de courir vers leur porte d'embarquement comme si toute la planète dépendait de leur ponctualité. Le soleil traversait les immenses baies vitrées du terminal, étendant des reflets dorés sur le sol brillant. C'était une matinée qui semblait d'une banalité parfaite. Monsieur Mark Barlow, officier de sécurité principal, se tenait près de son partenaire le plus fiable. Rex, le berger allemand, intelligent, musclé, le regard perçant, patient comme une statue, observait calmement le flot de passagers passant au contrôle. Chaque mouvement, chaque odeur, chaque nuance de comportement était analysée instantanément par son instinct affûté. Ses oreilles tressaillaient, mais il restait immobile, attendant un ordre. « Encore une journée pleine à craquer », marmonna l'agent Carter en rejoignant Mark. « On dirait que la moitié du pays a décidé de prendre l'avion aujourd'hui. » Mark esquissa un sourire. « C'est la période, tout le monde veut partir quelque part. » Mais même en plaisantant, Mark restait sur le qui-vive. Des années de service avaient aiguisé son intuition. Il repérait facilement un passager nerveux, un comportement décalé, un geste trop brusque. Et pourtant, aujourd'hui, tout semblait normal. Juste des familles fatiguées, des hommes d'affaires pressés, des touristes chargés de souvenirs. Rex reniflait l'air sans stress. Il maîtrisait les foules mieux que la majorité des agents. Des enfants lui faisaient signe, des adultes prenaient des photos de loin. Rex se contentait de cligner des yeux impassibles. La chaîne automatique des bagages avançait, les valises entraient dans les scanners, les agents contrôlaient les identités, les bips répétaient leur mélodie métallique, les superviseurs murmuraient dans leur radio. Tout roulait parfaitement. Si parfaitement que Mark prêta à peine attention à cette valise bleue posée tout au bout du tapis roulant. Une valise banale, taille moyenne, les coins un peu usés, rien qui attire l'œil, mais Rex l'avait vue. Ses oreilles se redressèrent, son museau s'agita. Mark ne remarqua rien encore, mais la posture du chien changea subtilement. Une alerte silencieuse. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» murmura Mark. Rex ne répondit pas. Il se contenta de fixer la valise avec une intensité inhabituelle. La matinée était peut-être ordinaire, mais Rex venait de sentir la première vibration d'un événement qui allait bouleverser l'aéroport entier. Le tapis roulant cliqueta doucement, avançant valise après valise. Mark regardait distraitement les passagers récupérer leurs affaires, répétant le même ballet 1000 fois vu. La valise bleue continuait sa progression, ignorée, sans étiquette, sans marque. Pas de ruban de couleur, pas de signe distinctif. Rien. Une valise totalement anonyme. L'agente Jenna Miller fronça les sourcils en consultant sa tablette. « Attendez, cette valise ne correspond à aucun scan passager. » Mark releva la tête, c'est-à-dire aucun voyageur en file n'a enregistré un bagage avec ces dimensions. Un bagage non réclamé n'était pas rare, mais c'était toujours traité avec sérieux. Surtout dans un aéroport où un simple oubli pouvait paralyser un terminal entier. Rex avança soudain de quelques pas. Sa queue se raidit. Son museau se leva comme s'il captait une odeur précise. Mark se redressa immédiatement. « Rex, qu'est-ce que tu sens ?» Le chien restait silencieux. Aucun aboiement, aucun grognement.
mais son corps entier se tendait comme une corde qu'on tire trop fort. Jenna approcha du tapis. « Je l'enlève du convoyeur ?» Mark hocha la tête. « Oui, pose-la sur la table. » Jenna appuya sur l'arrêt. Le tapis s'immobilisa dans un ronronnement métallique. La valise bleue resta immobile, seule au bout du rouleau. Une fois soulevée, un son sourd résonna. « Waouh !» commenta Jenna. « Elle est bien plus lourde qu'elle en a l'air. » Mark ne répondit pas. Il gardait les yeux rivés sur Rex. Le chien tournait autour de la table, reniflant plus fort, son souffle s'accélérant. Quelque chose dans l'odeur le perturbait profondément. Un frisson parcourut les bras de Mark. « Cette valise n'a pas été réclamée », répéta Jenna. « Ou bien, murmura Mark, quelqu'un ne veut pas la réclamer. » À cet instant précis, Rex émit un grondement. Pas un grognement d'alerte standard, non, un grondement profond, primal, inquiétant. Le genre de son qui faisait se dresser la peau sur les bras de n'importe quel agent expérimenté. Et c'est là que la journée bascula. Rex n'émettait pas son habituel grognement d'alerte. Celui-ci venait de plus loin, du fond de sa poitrine, un son si grave qu'il vibrait presque dans le sol. Son pelage s'hérissa le long de son dos, ses épaules se crispèrent, et son regard s'assombrit, jusqu'à devenir presque féroce. Mark sentit ses propres muscles se tendre. Ce chien, il le connaissait par cœur. Il avait travaillé avec lui pendant plus de 5 ans, dans des foules, dans des opérations sensibles, dans des zones où personne n'osait aller. Mais ce comportement-là, il ne l'avait jamais vu. « Doucement, Rex. Tranquille, mon garçon », souffla Mark, comme s'il parlait à un être humain terrifié. Mais Rex ne se calma pas. Il tira violemment sur sa laisse, manquant de déséquilibrer Mark, et se plaqua contre la table, griffant le bord métallique, aboyant droit sur la valise. Ces aboiements n'avaient plus rien d'un simple signal. Ils étaient urgents, déchirés, presque suppliants. Autour d'eux, les passagers commencèrent à paniquer. Certains reculaient en trébuchant sur leur propre sac. Une femme plaqua une main sur la bouche, un homme tira son fils à l'écart. Il n'y avait pas de cri général, pas de course folle. Juste ce silence tendu, étouffé, celui qui précède les catastrophes. Les agents s'agitèrent, mais sans agitation visible. Les mains se levèrent, les portes se fermèrent, des barres métalliques coulissèrent automatiques pour isoler la zone. Jenna jetait des coups d'œil affolés à Mark. « Je ne comprends pas. Il n'agit comme ça pour aucune menace qu'on connaît. Pas les explosifs, pas les armes. » Elle transféra son regard vers la valise, puis vers le chien. On dirait qu'il sent quelque chose de vivant. Mark serra la mâchoire. Il avait pensé exactement la même chose, et l'idée seule lui avait glacé le sang. L'agent Donovan arriva en courant, son talkie-walkie crachant des ordres dans tous les sens. Le superviseur demande une fermeture immédiate du point de contrôle. Tout le monde évacue les civils. On traite ça comme un potentiel dispositif dangereux. Il se tourna vers Rex, stupéfait par l'état du chien. « Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a jamais réagi comme ça ? C'est bien ça le problème, » répondit Mark d'une voix plus basse, presque tremblante. Il posa une main sur le flanc de son chien. Sous ses doigts, il sentait Rex trembler. Pas comme un chien qui avait peur, comme un chien qui savait qu'il était déjà trop tard. La valise, posée au centre de la pièce, semblait soudain plus lourde encore. Pas seulement physiquement, psychologiquement, elle attirait les regards et la peur comme si tout le danger du monde tenait dans ce rectangle de tissu bleu. Donovan jeta un coup d'œil aux écrans de surveillance au mur. On a vérifié le scanner, rien d'explosif, rien de métallique, rien d'électronique. Il déglutit difficilement. « Alors pourquoi est-il comme ça ?» Rex répondit, avant même que Mark puisse parler. Il poussa un gémissement aigu, tendu, un son qu'aucun agent n'avait déjà entendu de sa part. Un son qui ressemblait à un cri. Puis il se mit à tourner en rond autour de la table comme un loup enfermé, incapable de s'approcher davantage mais incapable de s'en éloigner. Mark sentit sa gorge se serrer. « Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas un piège, c'est autre chose. »« Quoi alors ?» demanda Jenna, la voix tremblante. Mark inspira lentement. Un être vivant. Ça doit être un être vivant. Peut-être blessé, peut-être souffrant. Jenna blêmit. Elle posa sa main sur la fermeté métallique de la table. Alors il faut ouvrir. Maintenant. C'est contre le protocole tant qu'on n'a pas l'autorisation du superviseur, répondit Donovan. Mais déjà, Rex avait posé ses 2 pattes avant sur le rebord de la table, aboyant si fort qu'il manqua de renverser les instruments posés derrière. Le superviseur est en train d'arriver, mais il veut voir la scène avant qu'on fasse quoi que ce soit. Donovan ajouta d'une voix plus basse, « Il pense qu'il pourrait y avoir un trafic humain. » Les mots frappèrent l'air comme une chute de glace. Jenna se couvrit la bouche.
Des agents échangèrent des regards lourds, chacun comprenant soudain pourquoi Rex semblait littéralement prêt à casser la valise lui-même. Quelques secondes plus tard, le superviseur Nash déboula dans la zone. Un homme massif, le visage fermé, habitué à gérer des crises sans trembler. Mais même lui ralentit en voyant Rex. Le chien paraissait prêt à pleurer. « Très bien », dit Nash d'une voix dure, « on ouvre, maintenant, mais on le fait lentement et proprement. Donovan prépare l'équipe médicale en cas d'urgence. Jenna protège le périmètre. Mark, garde ton chien en contrôle. » Mark hocha la tête, bien qu'il doutât de pouvoir contrôler quoi que ce soit. Rex avait déjà les muscles bandés comme des câbles d'acier. Jenna enfila des gants, prit une longue inspiration et saisit la fermeture éclair. Le simple son du métal crissant dans le tissu provoqua un silence total. Même Rex arrêta d'aboyer, il resta immobile, mais chaque fibre de son corps vibrait. La valise s'ouvrit légèrement. Une odeur s'en échappa. Pas une odeur pestilentielle, non. Une odeur humaine, une odeur de chaleur étouffée, de sueur, de peur. « Oh non !» souffla Jenna. Elle ouvrit un peu plus. Le tissu se replia. Les lampes se reflétèrent sur une couverture rose minuscule, soigneusement enroulée, trop soigneusement. Puis elle tira d'un geste, révélant le contenu. Un cri silencieux traversa la pièce. Personne ne dit d'abord un mot, personne ne respira. Une petite fille était là, recroquevillée, 2 ans à peine. Les joues pâles, la bouche entr'ouverte, les paupières lourdes, une mèche brune collée contre son front par la sueur. Elle ne pleurait pas, elle ne bougeait presque pas. Mais sa poitrine se soulevait à peine, si lentement, si faiblement, qu'on pouvait croire qu'elle s'éteignait sous leurs yeux. Jenna porta une main à sa gorge, incapable de parler. Donovan recula d'un pas, choqué. Un autre agent lâcha un juron étranglé. Mark, lui, ne bougea pas. Il avait lâché la laisse. Rex bondit sur la table, mais pas comme un chien agressif, comme un chien affolé. Il poussa son museau contre la couverture, gémissant, pleurant presque, un son d'urgence, de panique profonde, de désespoir. « Mon Dieu, elle respire !» réussit à articuler Jenna. Donovan se pencha, vérifia rapidement, faiblement, mais oui, elle vit. Rex poussa un gémissement encore plus aigu et alla poser sa tête contre la petite fille, comme pour la protéger du froid, du monde, du danger. Mark sentit son cœur se retourner. « Appelez les secours, maintenant !» Le superviseur Nash, pourtant impassible d'ordinaire, secoua la tête, déboussolé. « Comment quelqu'un peut faire ça ?» Donovan attrapa son talkie-walkie, criant des ordres précipités. Les couloirs se mirent à résonner de bruits précipités, de pas rapides, de chariots qu'on roulait. Des passagers pleuraient derrière les barrières, certains avaient filmé la scène sans comprendre, d'autres tentaient d'apaiser leurs propres enfants. La petite fille émit un minuscule gémissement, presque inaudible. Rex immédiatement redressa la tête et la lécha doucement sur la joue, comme pour la maintenir éveillée, comme pour dire « Je suis là, tiens bon ». Mark posa une main sur son chien. « Tu l'as trouvé mon garçon, tu l'as sauvé ?» Mais ce n'était que le début. La valise n'était qu'un fragment de l'histoire. Et quelque part dans l'aéroport, la personne qui avait fait ça était peut-être encore là. L'arrivée des secours transforma l'aéroport en scène d'urgence coordonnée. Les sirènes internes retentirent, les passagers furent repoussés derrière les lignes de sécurité et une équipe médicale surgit au pas de course de poussant un brancard tout en attachant des gants déjà enfilés à la hâte. Les agents s'écartèrent rapidement, formant un passage entre la foule et la table où reposait la petite fille. La médecin-chef du terminal, Dr Hensley, une femme énergique aux cheveux tirés en chignon serré, s'approcha de la table. Elle se figea à la vue de la valise ouverte. « Par tous les saints, qui a fait ça ?» murmura-t-elle avant de se reprendre. « On la bouge immédiatement. Restez en arrière. » La petite fille fut prise délicatement dans les bras par l'un des brancardiers. Son corps était léger, trop léger, presque mou, comme une poupée abandonnée. La couverture rose glissa un peu, révélant de fines marques rouges autour de ses poignets et de ses chevilles, des traces de pression, peut-être même de lien. Un frisson d'horreur parcourut les agents qui observaient la scène. Rex se tenait collé contre la table, suivant chaque mouvement de l'enfant avec une attention bouleversante. Les yeux du chien brillaient d'inquiétude. Il émit un gémissement plaintif, cherchant à la suivre tandis qu'on l'éloignait. Mark posa une main sur son dos. « Doucement, Rex. Ils vont s'en occuper. » Mais Rex ne bougea pas. Il suivit la petite fille jusqu'au bout du regard, refusant de la quitter. La docteure Hensley plaça un petit masque à oxygène sur le visage de l'enfant. Respiration faible.
Hypothermie probable, déshydratation sévère. Elle secoua la tête. Si vous l'aviez trouvée ne serait-ce qu'une demi-heure plus tard, elle serait... Sa voix se brisa. Elle ne termina pas sa phrase. Marc sentit la gorge se serrer. Il regarda Rex. Le chien observait la scène comme s'il comprenait tout, comme s'il savait que c'était lui qui avait changé le destin de cette petite. Le superviseur Nash ordonna « On escorte l'ambulance jusqu'à la sortie d'urgence. Personne ne filme, personne ne diffuse. Vous m'entendez ? Aucune fuite. Cette affaire doit rester sous contrôle. » Les agents hochèrent la tête et formèrent un corridor humain autour du brancard. La foule derrière les barrières de métallique se taisait maintenant. Certains pleuraient, d'autres avaient la main devant la bouche, d'autres encore murmuraient des prières ou des souhaits de courage sans même connaître l'enfant. Une atmosphère de choc et de tristesse flottait dans le hall. Alors que les brancardiers poussaient le chariot vers la sortie, la petite fille émit un faible gémissement. Pas un vrai pleur, mais une tentative désespérée de son corps pour réagir. Rex se tendit, prêt à la suivre. Marc dut retenir la laisse avec fermeté. La docteure Hensley lança « On doit la transporter au centre médical Saint-Cloud immédiatement. Elle n'a plus beaucoup de réserve. » Marc acquiesça. « Je vais vous suivre avec Rex. » Hensley lui jeta un regard surpris puis comprit. « Oui, c'est mieux. Elle pourrait reconnaître son odeur. Cela peut aider. » Rex tira alors la laisse comme si sa vie en dépendait. Marc dut presque courir pour suivre le brancard. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle d'air glacé venant de l'extérieur. L'ambulance attendait déjà, moteur allumé, feu tournant, portes arrière ouvertes. Les brancardiers montèrent à l'intérieur, plaçant la petite fille sous des lumières blanches crues. Rex sauta d'un bond massif sur le marchepied d'arrière, posant les pattes avant à l'intérieur, refusant de rester au sol. Hensley sourit malgré la tension. « Laissez-le monter, il ne fera que nous aider. » Marc tira la porte. « Vas-y Rex, reste à côté. » Le chien s'assit près du brancard, les yeux rivés sur l'enfant. Son souffle était rapide, inquiet. L'ambulance démarra et se fraya un passage hors du terminal. À l'intérieur du véhicule, l'air sentait le plastique, les désinfectants et une pointe métallique liée au matériel médical. Les lumières clignotaient au rythme des variations de tension. La petite fille restait immobile, minuscule sous les couvertures chauffantes. Son visage paraissait presque trop paisible, si calme qu'on aurait pu penser qu'elle dormait. La docteure Hensley surveillait le moniteur. Pouls faible mais stable. Elle répond un peu aux stimuli sonores. C'est bon signe. Elle jeta un coup d'œil à Marc. Comment vous l'avez trouvé ? Marc soupira. Ce n'est pas moi. C'est Rex. Il l'a senti à travers le tissu de la valise. Hensley regarda le chien impressionné. Certains chiens sentent de la vie. C'est rare, mais ça existe. Rex posa doucement son museau sur le bord de la couverture. L'enfant remua très légèrement les doigts. C'était infime, presque imperceptible. Mais quand Rex le vit, il poussa un petit aboiement, pas fort, juste un « ouf » interrogatif et tendre. Les brancardiers échangèrent un regard. On dirait qu'elle réagit à lui. Hensley hocha la tête. « Continue, mon grand. Continue de rester près d'elle. » Marc sentit une montée d'émotion. Rex, son partenaire, son ami, ce chien entraîné pour détecter des menaces, était devenu en quelques minutes un gardien protecteur pour une enfant abandonnée. L'ambulance fonçait dans la circulation, escortée par 2 motos de police. Les sirènes se reflétaient sur les bâtiments, peignant des traits bleutés sur les vitres. Marc ferma les yeux un instant. La question revenait encore et encore dans son esprit, insistante, douloureuse. Qui avait placé cet enfant dans une valise ? Et pourquoi ? Au poste de commandement de l'aéroport, pendant ce temps, les agents s'affairaient devant les écrans. Le superviseur Nash ordonnait aux techniciens de repasser en boucle chaque minute des caméras de surveillance. Jenna, les yeux rivés sur l'écran, murmurait « On va trouver la personne. On va la trouver. » Et soudain, sur un plan légèrement flou de la zone de dépôt des bagages, un mouvement attira son attention. « Arrêtez, reculez de 3 secondes. » L'image s'arrêta, puis revint en arrière. Un individu apparaissait, capuche rabattue sur le visage, marchant rapidement avec la valise bleue. Sa posture était étrange, trop prudente, trop calculée. Il déposa la valise sans un geste brusque, comme s'il manipulait quelque chose de fragile. Puis, il s'éloigna, baissant la tête pour esquiver les caméras. Nash frappa du doigt l'écran. « Voilà notre suspect. » Jenna zooma autant que le système le permettait. C'est une femme ou un homme, taille moyenne, peut-être la trentaine. Pas de tatouage visible, pas de bague, pas d'accessoires, rien pour l'identifier. Nash inspira profondément. Continuez à suivre son déplacement. Ils ne disparaîtront jamais totalement. S'il est entré dans l'aéroport,
il est quelque part. Les techniciens suivirent alors les mouvements de la silhouette, de caméra en caméra, de couloir en couloir, jusqu'au moment où, sans prévenir, la personne disparut dans une zone dépourvue de surveillance. « Elle connaît le bâtiment », murmura Jenna. « Elle connaît les angles morts, elle savait où passer. » Nash croisa les bras, le regard sombre. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un acte de désespoir, c'est un plan. Un silence lourd tomba dans la salle. Puis il ajouta « Et s'il y a un plan, il y a d'autres responsables, et peut-être d'autres victimes. » À l'hôpital Saint-Cloud, l'ambulance s'arrêta enfin. Les portes arrière s'ouvrirent en claquant. L'air frais du soir s'engouffra dans le véhicule. Les infirmiers montèrent immédiatement à l'intérieur pour prendre le relais. La petite fille fut transportée à l'intérieur du bâtiment, Rex marchant juste à côté, refusant de s'éloigner. Mark suivait, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Il avait l'impression d'être dans une bulle hors du temps, comme si tout se déroulait trop vite. Lorsqu'ils atteignirent la salle d'examen, l'enfant fut installé sur un lit d'urgence. Les machines s'activèrent, des tubes furent débranchés, des électrodes posées. L'équipe médicale travaillait avec une rapidité millimétrée. Puis soudain, quelque chose se produisit. Les paupières de la petite fille frémirent. Juste un battement, puis deux. Ses doigts se crispèrent, ses lèvres bougèrent très légèrement, comme si elle tentait de prononcer un mot. Rex se redressa, la queue agitée d'une mince vibration. Il poussa un ouf doux. Alors, lentement, la petite ouvrit les yeux. Ses pupilles cherchèrent quelque chose dans la pièce. Elles passèrent sur les médecins, sur les lumières, sur les instruments. Puis elles s'arrêtèrent sur Rex. Son visage s'adoucit. Ses lèvres tremblèrent. Et dans un souffle presque inaudible, elle murmura « Doggy ». Mark sentit son cœur se serrer si fort qu'il en eut le souffle coupé. Rex s'avança et posa sa tête contre le bras de l'enfant. Et elle, avec une faiblesse déchirante, leva une main tremblante pour toucher son museau. La chasse à la vérité venait à peine de commencer. Mais la petite fille venait de revenir à la vie. La petite fille venait d'ouvrir les yeux, et l'atmosphère entière de la salle bascula. Les machines continuaient de biper, les infirmiers parlaient à voix basse, mais tout semblait s'atténuer, comme si la pièce s'était resserrée autour d'elle, autour de ce simple mot qu'elle avait réussi à prononcer. « Doggy », la docteure Hensley fit signe à tout le monde de ralentir. Ne la stimulez pas trop, laissez-la reconnaître l'environnement. Mais même elle n'arrivait pas à dissimuler le soulagement qui détendait peu à peu ses épaules. La petite bougeait ses doigts avec difficulté, comme quelqu'un qui se réveillait d'un long cauchemar. Rex, lui, ne quittait pas la fillette du regard. Il se rapprocha d'un pas, posa délicatement sa truffe contre le lit, puis contre la petite main tremblante qui cherchait à le toucher. L'enfant ferma les yeux un instant, comme si ce simple contact la rassurait plus que tout le reste dans la pièce. Mark s'approcha à son tour. Il essayait d'éviter de paraître trop imposant, mais quand les yeux de la fillette se tournèrent vers lui, il sentit une décharge de responsabilité le traverser de part en part. Elle venait de survivre à quelque chose d'inimaginable, et désormais, il se sentait lié à elle presque autant que Rex l'était déjà. « Comment t'appelles-tu, ma puce ?» demanda doucement la docteure Hensley. La petite cligna des yeux. Sa lèvre inférieure trembla. Elle tenta de parler. Aucun son ne sortit. Elle essaya à nouveau plus faiblement. Cette fois, un murmure à peine audible s'échappa. Elle... « Lila !» Mark sentit sa gorge se serrer. Lila, un prénom doux, lumineux, totalement à l'opposé de ce qu'elle venait d'endurer. La docteure hocha la tête. « Très bien, Lila. Tu es en sécurité maintenant. On va bien s'occuper de toi. » Lila tenta de tourner la tête, mais son cou sembla trop faible. Elle chercha Rex du regard. Le chien posa doucement une patte sur le drap, comme pour dire « Je suis là. Je ne bouge pas. » La docteure Hensley reprit une voix professionnelle. Elle a besoin de repos, d'hydratation, de surveillance. Elle pourrait retrouver sa force assez vite, mais mentalement, elle secoua la tête. Ce qu'elle a vécu est traumatisant. Mark hocha la tête. Il le savait. Personne ne sort indemne d'un enfermement, surtout un enfant. Agent Barlow, reprit la docteure, se tournant vers lui, je suppose que vos collègues enquêtent déjà sur la provenance de cet enfant. Elle va avoir besoin d'informations. Et vous devrez rapidement contacter la protection de l'enfance. On y travaille déjà, répondit Mark. Rex releva brusquement la tête. Il se tourna vers la porte, oreilles dressées, muscles tendus, comme s'il avait senti quelque chose, une présence, une vibration dans le couloir. Mark le remarqua immédiatement. « Tu sens quelque chose, mon grand ?» Rex poussa un souffle court, puis fixa l'entrée de la pièce. À cet instant précis,
On frappa doucement. La porte s'ouvrit, laissant entrer une infirmière. Mais Rex ne réagit pas à elle. Il resta en alerte comme s'il percevait quelque chose que les humains ne pouvaient pas voir ni entendre. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, au poste de commandement de l'aéroport, l'ambiance était tout autre. Les écrans affichaient une mosaïque d'images, des angles morts, des parkings, des couloirs pleins de gens. L'individu encapuchonné, filmé quelques minutes avant l'abandon de la valise, hantait désormais tous les regards. « Passez-moi l'image 4, non, revenez à la 2, arrêtez, zoomez ici », ordonnait Jenna sans reprendre son souffle. Elle fixait la silhouette, cherchant un détail, un geste, une démarche, quelque chose qui trahirait l'identité de la personne. Nash marchait derrière elle, les bras croisés, l'expression fermée. « On a quoi sur la valise ? Rien de probant ?» répondit Donovan. Pas d'empreinte, pas d'ADN utilisable. Elle était nettoyée avec soin. Personne ne nettoie une valise comme ça, sauf si on veut effacer toute trace d'un enlèvement. Oui. Un silence tendu suivit l'échange. Mais soudain, une voix s'éleva depuis un autre poste. « J'ai quelque chose sur le parking nord !» Tous se tournèrent vers le technicien qui tapotait frénétiquement sur son clavier. « Regardez !» Juste après que la personne quitte la zone de dépôt, elle passe par la sortie latérale, puis ici, l'image montrait la silhouette encapuchonnée qui accélérait le pas presque en courant, comme si elle voulait s'assurer de ne croiser personne. « Continue !» ordonna Nash. La caméra glissa vers une autre vue, celle d'un parking semi-ouvert au 3e niveau. On y voyait une voiture noire, stationnée seule à l'extrémité de l'aile. L'individu s'en approcha. « Arrêtez l'image !» Jenna se pencha. Son cœur fit un bond. À côté de la portière conducteur se tenait une autre personne, plus petite, plus mince. Peut-être une femme, peut-être un adolescent, impossible à distinguer clairement. « Il n'était pas seul !» souffla Donovan. Nash fronça les sourcils. « Si ce n'était pas un enlèvement isolé, on a potentiellement un réseau. » Jenna sentit son sang se glacer. Ou pire, une affaire familiale. À l'hôpital, Lila avait fini par sombrer dans un sommeil fragile. Ses petites mains se crispaient par moments, comme si ses rêves restaient remplis d'ombres et de peur. Mark s'assit à côté du lit, Rex couché à ses pieds, fidèle comme une ombre. Une infirmière entra pour vérifier les constantes. Elle est stable pour l'instant, mais il faudra une psychologue dès demain matin. Mark hocha la tête. On va aussi devoir identifier sa famille. L'infirmière soupira. « J'espère que quelqu'un la cherche. Cette petite, elle a l'air d'avoir vécu un enfer. » Rex émit un grognement sourd, mais pas agressif. Plutôt comme s'il approuvait. Puis, à travers la fenêtre du couloir, Mark aperçut une silhouette immobile, près de l'accueil. Une femme, les épaules tremblantes, le visage caché dans ses mains. Il fronça les sourcils. « Qui est-ce » L'infirmière jeta un coup d'œil. « Elle est arrivée il y a 5 minutes. Elle dit qu'elle cherche sa fille. On l'a placée dans la salle d'attente, mais elle est trop bouleversée pour parler clairement. Elle s'appelle Emily Parker. » Le cœur de Mark fit un bond violent. « Elle a dit quoi ?» Qu'on lui avait prise sa fille, et qu'elle ne savait plus comment respirer depuis. Mark sentit sa vision se rétrécir légèrement. Tout se connectait, tout prenait sens. Il posa une main sur Rex. « Reste ici avec Lila, je reviens. » Rex obéit, mais son regard restait fixé sur la porte, comme s'il devinait que quelque chose d'important allait se produire. Mark traversa le couloir d'un pas rapide. Il sentit les battements de son cœur accélérer. Lorsqu'il arriva dans la salle d'attente, il la vit, recroquevillée sur une chaise, les mains tremblantes. Elle levait les yeux vers chaque personne qui passait, comme si elle espérait reconnaître un visage familier, puis retombait en larmes. Mark s'approcha lentement. « Madame Parker ?» La femme releva brusquement la tête. Ses yeux étaient rouges, gonflés, ravagés. « Oui ?» souffla-t-elle, presque sans voix. Mark prit une inspiration. « Je crois que nous avons retrouvé votre fille. » Le monde d'Emily Parker s'arrêta. Elle resta figée une seconde, incapable de comprendre. Puis ses lèvres tremblèrent violemment. « Où est-elle » demanda-t-elle dans un souffle brisé. Mark posa une main sur son épaule. « Venez !» Elle se leva, chancela presque, et suivit Mark dans le couloir. Chaque pas semblait lui coûter des mois d'attente, des nuits blanches, des cauchemars, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la chambre. « Elle dort » murmura Mark, « mais elle est vivante !» Emily porta sa main à sa bouche, un sanglot lui échappa. Mark poussa doucement la porte. Et à l'intérieur, la petite Lila, fragile, minuscule sous ses couvertures, respirait doucement, avec Rex assis en garde rapprochée. Emily lâcha un cri étouffé. « Lila !» Elle tomba à genoux au bord du lit, les mains tremblantes qui effleuraient le bras de sa fille.
Lila ouvrit légèrement les yeux, encore perdue, puis elle murmura dans un souffle « Maman !» et Émilie s'effondra en larmes. Rex se leva, posa sa tête sur la main d'Émilie, comme pour participer, comme pour dire « Je l'ai gardée, elle est là ». Mais ce moment de retrouvailles n'était que la première vérité révélée, et la plus sombre restait à venir. Émilie restait agenouillée au bord du lit, les mains tremblantes posées sur les draps. Elle n'osait pas encore faire glisser ses doigts contre la peau de sa fille, comme si elle avait peur que Lila se dissipe, qu'elle ne soit qu'un mirage né de l'effondrement de ses nerfs. Marc se tenait en retrait, Rex assis à côté de lui, observant la scène avec une douceur qui contrastait avec sa tension précédente. Lila remua légèrement, cherchant à comprendre ce qui se passait. Ses paupières papillonnèrent, son regard brumeux glissa d'un visage à l'autre, jusqu'à ce qu'il se fixe sur celui d'Émilie. À cet instant précis, un petit souffle sortit de sa bouche, puis un mot, fragile comme un fil. « Maman !» Émilie porta ses mains à ses lèvres. Elle pleurait sans bruit, les épaules secouées, la tête inclinée comme si son âme tout entière s'effondrait dans ce moment. Elle se pencha prudemment, posa son front contre celui de sa fille, la couvrant de murmures. « Mon amour, mon bébé, je suis là maintenant !» Rex s'approcha et posa sa tête contre la jambe d'Émilie, comme s'il voulait la soutenir, la rassurer. Émilie, émue malgré la douleur, baissa la main et effleura doucement sa fourrure. « C'est lui !» dit-elle d'une voix brisée. « C'est lui qui l'a trouvée, n'est-ce pas ?» Marc hocha la tête. « Sans lui, on n'aurait jamais su qu'elle était là. Il s'est battu pour qu'on ouvre cette valise. Il n'a rien lâché. » Émilie éclata en sanglots. Elle toucha la joue de Rex. « Merci, merci, mon grand. » Le chien, comme s'il comprenait, inclina la tête, puis retourna près du lit. La docteure Hensley entra dans la chambre. Elle observa la scène, les yeux brillants d'humanité avant de reprendre son rôle professionnel. « Madame Parker, nous avons quelques questions à vous poser. Et vous devrez aussi nous expliquer tout ce que vous savez sur la disparition de votre fille. » Émilie hocha lentement la tête, mais continua de tenir la main de Lila. « Je veux bien, mais je ne la quitte plus maintenant. Posez vos questions ici. » Hensley acquiesça. « Très bien. » Elle fit signe à Marc de rester, car la police serait indispensable pour l'interrogatoire. Il s'approcha donc, carnet en main, Rex couché à ses pieds comme une sentinelle vivante. Émilie prit une longue respiration, essuya ses larmes avec le revers de sa manche et murmura « Je vais tout vous dire, tout ce que je sais. » L'homme assis au poste de police, à quelques kilomètres de là, ne ressemblait en rien à un criminel. Cheveux courts, lunettes rectangulaires, veste simple, mains posées à plat sur la table. Il semblait presque calme, trop calme. Il avait été vu sur les caméras près du parking nord, mais il ne correspondait pas totalement à la silhouette encapuchonnée. Néanmoins, les agents l'avaient interpellé car il avait traîné trop longtemps dans les zones sensibles. Le capitaine Rowan entra dans la petite salle. Il posa un dossier sur la table. Le bruit du plastique frottant le métal résonna dans le silence. L'homme leva les yeux. « Monsieur Jacobs, » commença Rowan, « vous étiez sur le parking nord ce matin. Vous avez été vu dans les minutes suivant l'abandon de la valise bleue. Que faisiez-vous là-bas » Jacobs avala lentement sa salive. « J'étais en pause, j'avais besoin d'air. J'ai vu quelqu'un courir, oui, mais je ne sais pas qui c'était. Ils portaient une capuche, je n'ai pas vu leur visage. » Rowan fronça les sourcils. « Et vous n'avez rien trouvé suspect dans le fait qu'une personne dépose une valise et s'enfuit plus loin ?» Jacobs haussa les épaules. Dans un aéroport, des gens courent partout. Rowan serra la mâchoire. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, une photo de la valise, une photo de la petite Lila, une photo de Rex hurlant à la mort pour qu'on ouvre ce bagage. Jacobs détourna le regard. Rowan s'accouda à la table. « Je vous préviens, si vous savez quelque chose et que vous ne parlez pas, vous serez accusé de complicité dans un enlèvement d'enfant. » Jacobs eut un tressaillement. Ses doigts tremblèrent. Rowan le vit. L'homme mentait, ou il cachait quelque chose. Avant que l'interrogatoire ne continue, un agent entra précipitamment. « Capitaine, vous devez voir ça. Les analyses viennent de confirmer un ADN sur la poignée de la valise. » Rowan se leva immédiatement. Jacobs leva les yeux, inquiet. « Et c'est à qui ?» L'agent eut un bref regard vers Jacobs, puis vers Rowan. À la sœur d'Emily Parker, une femme nommée Rebecca Hale, Jacobs blêmit instantanément. Rowan comprit. Il venait de déterrer un lien familial. À l'hôpital, Émilie s'accrochait encore au lit quand Marc posa sa première question. « Madame Parker, quand Lila a-t-elle disparu exactement ?» Émilie ferma les yeux. Son visage se crispa de douleur. « C'était il y a 3 jours, dans un centre commercial. Je me suis retourné une seconde, une seule, et elle n'était plus là. Personne n'a rien vu ? Les caméras ont montré une femme
qui la portait comme si c'était son propre enfant. Elle avait caché son visage avec son écharpe. On n'a pas réussi à la retrouver. Mark échangea un regard avec la docteure Hensley. « Une femme ?» précisa-t-il. Emily hocha la tête. « Oui. Est-ce que vous avez un conflit avec quelqu'un? Quelqu'un qui vous aurait voulu du mal ?» Emily hésita. Elle se mordit la lèvre. Ses doigts se crispèrent sur la couverture. « Ma sœur » murmura-t-elle enfin. « Rebecca, elle n'est pas stable. Elle a longtemps pensé que Lila devrait être à elle. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle... » Sa voix se brisa. Des larmes coulèrent à nouveau. Mark se redressa d'un coup. « Votre sœur s'appelle Rebecca? Rebecca Hale ?» Emily renifla. « Oui, comment vous le savez ?» Hensley, avisant le changement de ton de Mark, demanda. « Agent Barlow, qu'y a-t-il » Mark inspira profondément. « Les analyses ADN viennent de révéler la présence de Rebecca sur la valise. Elle a été formellement identifiée. » Emily se couvrit la bouche. « Non, mais Mark n'en avait pas fini. Madame Parker, autre chose. Les vidéos montrent que votre sœur n'était pas seule. » Emily releva brusquement la tête, le visage dévasté, presque paniqué. « Comment ça, pas seule ?» Mark secoua la tête. Elle était accompagnée d'une deuxième personne. On ignore encore qui. Une silhouette plus petite, peut-être une femme, peut-être un adolescent. On pense qu'il y avait un complice. Emily éclata en sanglots. « Non, dites-moi que ce n'est pas quelqu'un de notre famille. »« On ne sait pas encore, » répondit Mark. « Mais tout ce que vous pourrez nous dire sur Rebecca va compter. » Emily frotta son visage de ses mains. « Rebecca, elle a disparu il y a 6 mois. Elle disait qu'elle voulait recommencer sa vie ailleurs. Je n'ai pas compris pourquoi elle me demandait des photos de Lila tous les jours. Elle devenait obsédée. Obsédée comment? Elle disait que Lila était sa fille, que c'était elle qui aurait dû être mère, que le destin lui avait été volé. Je pensais que c'était juste de la jalousie. Je pensais que ça passerait. » Un silence lourd tomba. Puis Emily murmura, comme si elle n'osait pas le dire trop fort. « Est-ce qu'elle voulait l'emmener? » Ou... Elle n'arriva pas à finir sa phrase. Mark répondit à sa place. « On pense qu'elle voulait emmener Lila, peut-être quitter la ville, peut-être le pays. » Il marqua une pause. Mais quand elle a compris qu'elle allait être coincée à l'aéroport, elle a paniqué. Emily se couvrit le visage. Et elle l'a mise dans une valise. Elle éclata en sanglots. Rex poussa un gémissement, posa sa tête sur la main d'Emily, cherchant à apaiser sa détresse. C'était presque humain. Pendant ce temps, au poste de commandement, une autre découverte chamboulait l'enquête. Le capitaine Rowan venait d'entrer à nouveau dans la salle des interrogatoires. Il jeta un regard froid à Jacob. « Vous connaissiez Rebecca Hale. Vous venez de blanchir quand son nom a été prononcé. Alors je vais poser la question une fois, une seule. » Jacob tourna lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient humides. « Où est-elle » Jacob serra les dents. Ses mains tremblaient. « Je ne peux pas. Où est Rebecca Hale ?» Jacob craqua d'un coup. Sa voix brisée résonna dans la pièce. « Elle n'est pas partie seule. Elle a été aidée. Et si vous ne vous dépêchez pas, quelqu'un d'autre va disparaître. » À l'hôpital, Rex se redressa brusquement. Il grogna. Pas un grondement d'alerte, un grondement de reconnaissance. Comme s'il sentait un parfum familier. Un parfum dangereux. Mark sentit immédiatement la tension monter en lui. Quelqu'un approchait. Quelqu'un que Rex avait déjà senti. Et cette fois, il n'était peut-être pas venu pour une valise, mais pour finir ce qu'il avait commencé. Rex s'était dressé d'un bond, l'échine hérissée, les muscles bandés comme des câbles. Son grognement vibrait dans toute la pièce, un son sourd, grave, presque guttural. Mark sentit immédiatement l'avertissement dans ce simple bruit. Il connaissait assez son partenaire pour comprendre. Quelqu'un approchait, quelqu'un de dangereux, quelqu'un que Rex avait déjà senti. Peut-être même dans l'aéroport. La docteure Hensley releva la tête, surprise par le changement soudain dans l'attitude du chien. Emily, elle, se crispa, tandis que ses yeux glissaient instinctivement vers la porte. Lila, même dans son état de faiblesse, sembla percevoir la tension. Ses petits doigts se crispèrent sur la couverture. Mark leva une main pour calmer tout le monde, mais ses yeux demeuraient fixés sur la poignée de la porte. Doucement, personne ne panique. Rex fit 2 pas en avant, se postant entre le lit de Lila et l'entrée, adoptant une posture de protection totale. Le chien n'était plus un simple détecteur, il était un rempart. On frappa alors à la porte, un coup, sec, arbitraire, comme si la personne derrière ne cherchait pas à demander la permission, mais à tester la réaction. Mark posa instinctivement la main sur son arme. « Qui est là ?» Une voix répondit à travers le bois. Une voix féminine un peu essoufflée, inquiète, ou du moins très bien jouée.
Infirmière Radcliffe, je viens vérifier la perfusion. La docteure Hensley fronça les sourcils. Ce n'est pas l'une des nôtres. Nous n'avons pas de Radcliffe dans l'équipe. Mark fit 2 pas vers la porte. Madame, présentez votre badge. Un silence. Puis la poignée s'abaissa brusquement. Mark bondit, bloquant la porte de son épaule au moment où elle commençait déjà à s'ouvrir. Il sentit une force surprenante tenter de pousser de l'autre côté. Derrière lui, Rex aboya avec une violence suffisante pour faire résonner les murs. « Reculez !» ordonna Mark, sa voix devenue tranchante et urgente. Émilie attrapa Lila contre elle, la serrant contre sa poitrine comme si on allait la lui arracher une seconde fois. Lila gémit faiblement, effrayée. La porte tenta de s'ouvrir davantage. Mark força de toutes ses forces. « Je vous préviens, reculez ou j'agis !» Finalement, la pression cessa. Mark retint son souffle. 1 seconde, 2. Puis des bruits de pas rapides s'éloignèrent dans le couloir. Rex bondit jusqu'à la porte, reniflant violemment le bas de celle-ci, puis se mit à gratter, à aboyer, à hurler presque. Il reconnaissait cette odeur. Elle l'obsédait depuis la valise. « Elle était là !» murmura Mark. Rebecca ou un de ses complices. Émilie blêmit, les yeux dilatés par la panique. Elle était venue ici. Elle veut reprendre Lila. Mark prit une inspiration profonde. Elle veut terminer ce qu'elle a commencé. La docteure Hensley s'avança. On ne peut pas rester dans une chambre ouverte. Il faut sécuriser les étages, prévenir la sécurité de l'hôpital, poster des agents devant chaque accès. Je m'en occupe. Mark sortit son talkie-walkie. Ici, agent Barlow, niveau pédiatrie menacée. On a une tentative d'intrusion dans la chambre 214. Je répète, tentative d'intrusion. Les réponses fusèrent dans l'appareil, équipe Alpha en route. Sécurisation du périmètre. Ascenseur verrouillé. Mais Mark ne se sentait pas rassuré pour autant. Lila était la cible. Et Rebecca était folle, obsédée, imprévisible. Elle avait déjà prouvé qu'elle était prête à glisser une enfant vivante dans une valise. Elle était capable de tout. Il regarda Rex, qui grognait encore. « Tu l'as senti, hein ?» murmura Mark. Elle était juste là. Rex répondit par un aboiement bref, tranchant. Pas d'hésitation, pas de doute. Au même moment, au poste de police, Rowan jetait les résultats ADN sur la table devant Jacobs. Voilà les preuves. Rebecca Hale était bien à l'aéroport et vous allez nous dire où elle est, ou je vous jure que votre complicité vous enverra en prison pour très longtemps. Jacobs tremblait. Je ne savais pas qu'elle ferait ça à l'enfant. Je pensais juste qu'elle voulait la récupérer. Elle me disait qu'Émilie ne méritait pas d'être mère, qu'elle ferait mieux. Elle m'a promis que personne ne serait blessé. Elle a enfermé une fillette dans une valise et l'a abandonnée dans un terminal bondé, rugit Rowan. Ce n'est pas du désespoir, ça. C'est de la folie pure. Jacobs éclata en sanglots. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle devenait de plus en plus incontrôlable. Elle parlait à voix haute. Elle répétait que Lila était destinée à être avec elle, que le monde s'était trompé de mère. Rowan sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Où est-elle maintenant ?» Jacob serra les dents, l'air déchiré entre la peur et le regret. Elle est peut-être encore dans l'hôpital. Rowan blêmit. Comment ça ? Elle voulait revoir Lila. Une dernière fois ? Elle disait qu'elle ne partirait pas sans la voir, même si ça devait tout faire exploser. Rowan saisit son téléphone, hurla dans le couloir. Contactez immédiatement l'hôpital Saint-Cloud. Contactez l'équipe de Mark Barlow. Elle pourrait déjà être à l'intérieur. À l'hôpital, Mark prit une décision instantanée. On ne peut pas rester ici. On doit bouger Lila dans une chambre sécurisée, sans fenêtres accessibles, avec caméra. Émilie serra sa fille contre elle. « Non, je ne veux pas qu'on la transporte encore. Elle est si faible. » Mark s'accroupit devant elle. « Madame Parker, écoutez-moi. Votre sœur n'est pas stable. On vient d'avoir confirmation qu'elle pourrait entrer ici. Elle vous veut séparer de Lila. On ne peut pas la laisser vous retrouver dans cette pièce. » Émilie secoua la tête en larmes. « Je ferai tout ce que vous dites, tout, mais je veux rester avec elle, je ne la quitte plus. » Mark posa une main rassurante sur son épaule. « Vous resterez avec elle, je le promets, mais laissez-moi la protéger. » Rex, lui, s'était déjà tourné vers la porte, prêt à avancer. Il fixait l'encadrement comme un soldat fixant le front. La docteure Hensley prépara un petit chariot mobile, déconnecta délicatement les machines portables pour pouvoir déplacer Lila sans risque. On y va maintenant, pas dans 10 minutes. 2 agents de sécurité arrivèrent dans le couloir, armes prêtes, posture droite. Ils escortèrent Mark et l'équipe médicale. Le groupe se mit en mouvement. Émilie portait elle-même Lila, enveloppée dans sa couverture, la serrant comme un trésor fragile.
Rex marchait juste devant d'elle, tête basse, truffe frémissante, prêt à bondir au moindre signe de danger. Le couloir semblait interminable, chaque porte, chaque recoin, chaque rideau tiré devenait une menace potentielle. Marc jetait des regards rapides, analysant tout, chaque silhouette, chaque bruit. Son cœur battait fort, pas pour lui, mais pour la petite qu'il suivait, Lila, la petite qu'un monstre avait enfermée dans une valise. Ils approchaient enfin d'une salle sécurisée du service, juste au bout du couloir quand Rex s'arrêta net. Il se figea, ses poils se redressèrent, et il poussa un aboiement explosif. Marc leva immédiatement son arme. « Montrez-vous !» Un rideau du couloir bougea. Émilie serra Lila contre elle. Les agents pointèrent leurs armes, et une silhouette s'avança lentement. Une femme. Les cheveux longs, les yeux cernés, les lèvres tremblantes, les mains levées. « Je suis Rebecca ?» dit-elle d'une voix brisée. « Je veux juste parler à ma fille. » Émilie hurla. Rex bondit, et Marc comprit, en une fraction de seconde, que Rebecca Hale n'allait pas se rendre, mais qu'elle était sur le point de faire quelque chose d'absolument irrationnel. Rebecca se tenait au milieu du couloir, les mains ouvertes devant elle, paumes levées, comme quelqu'un qui se rend, mais tout dans son regard disait l'inverse. Ses yeux, d'un bleu clair presque translucide, étaient bordés de rouge. Son visage semblait à la fois épuisé, étendu, ravagé par des nuits sans sommeil. Son sourire tremblait, un sourire faux, maladif, celui d'une personne au bord de la rupture. Émilie recula instinctivement, serrant Lila contre sa poitrine. Son souffle se brisa. « Non, non, tu n'approches pas d'elle, tu n'approches plus jamais de ma fille. » Rebecca porta une main tremblante à sa bouche, comme si elle était blessée par ces mots. « Émilie, pourquoi tu dis ça? Tu sais que je l'aime. Je l'aime plus que tout. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Jamais. » Rex grogna, un grondement profond, sauvage, qui résonna dans tout le couloir. Il se plaça immédiatement entre Rebecca et Émilie, prêt à bondir s'il le fallait. Marc pointa son arme droit sur Rebecca. « Ne bougez pas, pas un geste de plus. » Rebecca leva les yeux vers lui, un mélange étrange de défi et de douleur. « Vous ne comprenez rien, personne ne comprend. Cette petite, elle n'aurait jamais dû être à elle. Pas après ce que j'ai vécu, pas après ce qu'on m'a pris. » Elle posa une main sur sa propre poitrine. « Lila, c'est tout ce qui me reste. » Émilie hurla, les yeux remplis de haine et de chagrin. « Tu es malade, tu l'as enfermée dans une valise. Elle aurait pu mourir. » Rebecca fit un pas en avant, un geste minuscule, mais suffisant pour que Marc avance d'un bond, arme fermement en main. « Reculez !» cria-t-il. La femme s'arrêta, mais ses yeux devinrent durs. « Elle a failli mourir, juste parce que je voulais la mettre en sécurité. Je n'avais plus le choix. Vous ne deviez pas la retrouver, mais elle était à moi. À moi !» Elle fixait Émilie avec une intensité dérangeante. « Tu n'as jamais su t'en occuper. Tu n'as jamais été à la hauteur. Je voulais lui donner une meilleure vie. Une vie à moi. » Émilie éclata en sanglots. « Tu n'es pas sa mère. Tu ne l'as jamais été. » Rebecca tressaillit, comme si on venait de la gifler. Ses doigts commencèrent à trembler d'une manière étrange, incontrôlable. Marc sentit la tension monter d'un cran. Il reconnaissait cette posture, cette agitation. Elle était au bord de faire quelque chose de désespéré. « Rebecca, écoutez-moi, dit-il d'une voix ferme mais calme. Lila est vivante, elle a besoin de soins. Si vous voulez l'aider, la première chose à faire est de vous mettre à genoux et de lever les mains. Maintenant. » Rebecca secoua la tête, des larmes de rage coulant sur ses joues. « Non, non, vous voulez tous me la prendre. Vous voulez me la voler. » Elle regarda soudain autour d'elle comme si elle cherchait une issue. Puis ses yeux se posèrent sur Lila, petite, fragile, lovée contre sa mère comme un oisillon blessé. « Je veux juste la toucher, juste une fois. » Elle avança, un pas, puis un deuxième. Rex bondit en avant. Marc cria. « Ne bougez plus !» Rebecca hurla. « Laissez-moi ! Elle est à moi !» Elle franchit une ligne invisible. Rex se lança. Il se jeta entre Rebecca et Lila, grognant les dents découvertes, offrant son propre corps comme bouclier vivant. Rebecca se figea, surprise par la vitesse du chien. Son visage se déforma dans un mélange de haine et de confusion. « Dégage !» cria-t-elle en essayant d'avancer encore une fois. Rex aboya si fort que l'écho claqua dans tout le service pédiatrique. Rebecca recula d'un pas, mais ce recul n'était pas un abandon, c'était un repli. Son regard changea. Il devint dérangé, instable. Elle commença à respirer plus vite, comme quelqu'un au bord d'une crise. Marc sentit le moment basculer. « Je vous préviens, Rebecca, faites un mouvement brusque et je tire. »
Je ne laisserai pas cette petite être blessée une seconde fois. Rebecca laissa tomber ses bras. Elle se mit à rire, un rire nerveux, cassé, presque enfantin. « Vous croyez que je suis un monstre ?» Elle pencha la tête. « Vous croyez que je voulais qu'elle meure ?» Elle fit un pas. Rex recula légèrement, prêt à bondir. « Je voulais seulement qu'elle m'aime. » Le silence qui suivit était glacé. Puis Rebecca retira brusquement quelque chose de sa poche. Marc leva son arme, prêt à tirer. Mais ce n'était ni un couteau, ni une arme. C'était un pendentif, un petit collier pour enfant, rose pâle, avec un cœur minuscule. Celui que Lila portait autrefois autour du cou. Émilie le reconnut immédiatement. « Tu lui as pris ça ?» murmura Émilie. Rebecca resta immobile, tenant le pendentif entre ses doigts tremblants. « Je l'ai gardé, pour qu'elle n'oublie jamais que je suis sa vraie mère. » La folie dans ses yeux n'était plus ambiguë. Elle était totale. Rex grogna. Marc comprit que le moment venait d'atteindre son point de rupture. « Rebecca, j'ai besoin que vous me donniez ça, lentement. » Elle secoua la tête fermement. « Non, il est à moi. Il est à moi. Tout ce qui la touche m'appartient. » Émilie s'effondra contre le mur, secouée de sanglots. « Arrête, je t'en supplie !» Rebecca leva le regard, et dans ses yeux brilla une résolution terrible. « Je ne partirai pas sans elle. » Marc hurla. « Rex, à couvert !» Mais Rebecca fit soudain volte-face et se mit à courir dans la direction opposée, dévalant le couloir avec une vitesse qu'on ne lui aurait jamais imaginée. Les agents jaillirent, la course se déclencha, le chaos explosa. Marc se lança à sa poursuite. Rex bondit à ses côtés, filant comme une flèche. Émilie cria le nom de sa sœur, déchirée entre la peur et la haine. Rebecca tourna au coin du couloir, trébuchant presque, puis disparut derrière une porte battante du service technique. Marc cria « Bloquez tout !» Les alarmes de sécurité de l'hôpital retentirent. Les ascenseurs se verrouillèrent, des lumières rouges clignotèrent. Rex, lui, ne ralentit pas. Il reniflait l'air comme une arme vivante. Il l'avait retrouvée une fois, il la retrouverait encore. Marc n'avait qu'une seule pensée en tête. Si Rebecca s'échappait, alors Lila n'était plus en sécurité nulle part. Et l'hôpital tout entier devenait un terrain de chasse. Les portes battantes claquèrent si violemment derrière Rebecca que l'écho résonna dans tout le service technique. Marc les traversa une seconde plus tard, Rex juste devant lui, museau au sol, corps tendu comme une flèche prête à transpercer la nuit. Le couloir était sombre, éclairé par des néons vacillants. Et l'air était chargé de poussière et d'humidité, un endroit où personne ne mettait les pieds, sauf les employés. C'était l'endroit parfait pour disparaître. C'était l'endroit parfait pour une femme qui avait déjà prouvé qu'elle savait se volatiliser dans les angles morts. Marc sentit sa respiration s'accélérer, mais il força son corps à se calmer. Il devait penser vite, clair, précis. « Rex, cherche !» Le chien répondit immédiatement, accélérant, reniflant, pivotant jusqu'à trouver une direction. Il bondit vers la gauche, ses griffes claquant sur le sol. Marc le suivit en courant. Derrière eux, 2 agents arrivaient essoufflés. « Agent Barlow, où est-elle » Rex la piste. « Suivez-moi, mais restez à distance. Elle est dangereuse, instable, et elle pourrait être armée. » Le couloir bifurquait en plusieurs sections. À droite, la buanderie. À gauche, une porte menant à l'accès électrique. En face, une sortie vers les escaliers de service. Rex n'hésita pas. Il fonça droit vers la porte électrique. Marc grogna. « Très bien, allons-y !» Il poussa la porte. Une odeur de métal chaud et de câbles brûlés les enveloppa. Le local était étroit, rempli de colonnes électriques, de transformateurs, de tuyaux bruyants. Rebecca aurait pu se glisser derrière n'importe quel équipement. Rex renifla le sol, avança doucement, oreilles dressées. Puis il s'arrêta. Son corps se figea. Il tourna la tête. Un grondement profond s'échappa de sa gorge. Marc suivit son regard vers un rideau de plastique semi-transparent au fond de la pièce, semblable à ceux qu'on trouve dans les entrepôts frigorifiques. Une ombre venait de glisser derrière. Marc tira son arme, avançant lentement, chaque pas mesuré. « Rebecca ?» Sa voix était ferme, mais pas agressive. « Vous êtes coincée ? Ne faites rien de stupide. Sortez maintenant. On peut régler ça sans violence. » L'ombre s'immobilisa. Puis une voix tremblée répondit derrière le rideau. « Vous ne comprenez rien, rien ?» Marc échangea un regard avec Rex, qui grondait maintenant comme un animal prêt à charger. « Rebecca, écoutez-moi, Lila est vivante, elle est réveillée, elle vous a reconnu, elle est en sécurité. » Un rire nerveux éclata derrière le rideau, un rire instable, cassé.
Vivante, grâce à moi, c'est moi qui l'ai protégée. C'est moi qui l'ai gardée hors d'atteinte. Marc serra les dents. Vous l'avez enfermée dans une valise. Elle était à 2 doigts de mourir. L'ombre bougea brusquement. J'ai fait ce que je devais faire. Vous ne comprenez pas. Émilie n'était pas digne d'elle. Elle la négligeait. Elle ne voyait même pas. Sa voix se brisa d'un coup. Elle ne voyait même pas que Lila avait besoin de moi. Rex n'attendit plus. Il bondit vers le rideau. Marc hurla. « Rex, attends !» Trop tard. Rex traversa le plastique, disparaissant derrière le voile translucide. Un hurlement féminin retentit. Marc sprinta, arrachant le rideau d'un geste. Derrière, il trouva Rex face à Rebecca. Elle s'était acculée contre une armoire métallique, les mains levées, terrifiée par le chien qui grognait à quelques centimètres d'elle. Marc tendit la main. « Rex, stop !» Le chien obéit mais resta entre Rebecca et la sortie. Marc pointa son arme. « C'est fini, levez les mains !» Rebecca les leva, tremblante, le collier de Lila toujours entre ses doigts. Ses lèvres murmuraient quelque chose. Pas pour Marc, pas pour Rex. Non, elle parlait, à elle-même. « Elle m'appartient, je ne laisserai personne me la prendre. » Marc avança d'un pas. « Rebecca, écoutez-moi. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soins. Faites ce que je vous dis, et tout peut encore se passer sans violence. » Mais Rebecca leva soudain les yeux, et son regard changea. Il devint vide, absent, déconnecté du réel. Elle murmura « Si je ne peux pas être avec elle, alors personne ne pourra. » Marc sentit son sang se glacer. Ce n'était pas une menace, c'était une résolution. Rebecca plongea la main derrière son dos. Marc hurla « Non !» Rex se jeta en avant. Rebecca sortit quelque chose de sa ceinture, un tournevis long, affûté, probablement volé dans une boîte à outils du service technique. Elle leva le bras pour frapper. Rex bondit à une vitesse inhumaine, percutant sa main. Le coup partit, rebondissant sur la paroi métallique avec un bruit sec. Rebecca hurla de douleur. Marc se jeta sur elle, la plaqua contre l'armoire. Elle se débattit violemment, hurlant, grattant, frappant comme une bête traquée. « Lâchez-moi, c'est ma fille, elle est à moi !» Marc dut utiliser toute sa force pour l'immobiliser. Les agents arrivèrent enfin et plaquèrent Rebecca au sol. Elle cria, sanglota, se débattit jusqu'à s'écorcher les poignets contre les menottes. « Laissez-moi, elle m'aime, vous ne comprenez pas, je l'ai protégée, j'ai fait ce qu'il fallait. » Marc, essoufflé, recula d'un pas. Rex, haletant, resta devant Rebecca, la fixant, les poils dressés. Un agent la souleva, elle ne cessait de répéter le même mot. « Lila, Lila, Lila !» Une fois Rebecca emmenée, Marc posa une main sur la tête de Rex. « Beau travail, mon grand, beau travail !» Mais l'affaire n'était pas terminée. Même arrêtée, Rebecca représentait une menace psychologique pour Lila. Et surtout, il restait l'autre silhouette, celle aperçue sur le parking. Son complice, une personne plus petite, peut-être plus faible, peut-être plus discrète, mais tout aussi dangereuse. Pendant ce temps, Émilie était assise sur un fauteuil dans la chambre sécurisée où on avait placé Lila, protégée par 2 agents du SWAT hospitalier. Elle n'arrêtait pas de trembler. La panique, la colère, la haine, la culpabilité, tout se mélangeait dans un torrent inarrêtable. La docteure Hensley entra et posa une main douce sur son épaule. « Elle est en sécurité maintenant, votre sœur est sous contrôle. » Émilie la fixa, livide. « Vous croyez que c'est la fin ? Vous croyez qu'elle n'a pas planifié tout ça ? Elle n'était pas seule, vous l'avez dit vous-même. Il y en a un autre, quelqu'un qui l'a aidée, quelqu'un qui pourrait vouloir finir ce qu'elle a commencé. » Hensley hésita. « Nous ne savons rien de cette personne. » Émilie se leva brusquement. « Je sais exactement à qui elle pourrait demander de l'aide. » Elle porta les mains à sa bouche, horrifiée. « Oh mon Dieu, il faut prévenir Marc. Il faut lui dire tout de suite. »« Quoi ? Le complice ? Ce pourrait être quelqu'un de ma famille. » Dans les escaliers de service, alors que Rebecca se faisait escorter en direction du fourgon qui l'attendait, un jeune homme se tenait dans l'ombre du dernier palier. Son visage était maigre, ses yeux sombres. Il portait un sweat à capuche noire, trop grand pour lui. Ses mains étaient serrées contre la rambarde au point d'en devenir blanches. Il avait observé tout ce qui venait de se passer. Il avait vu Rebecca hurler, tomber, être arrêtée. Il avait vu Marc et Rex la mettre à terre. Le jeune homme sentit son monde s'effondrer. Il murmura d'une voix brisée « Tante Rebecca, je suis désolé. » Puis ses yeux se remplirent de haine. Il se redressa lentement. « Je ne laisserai pas Lila t'être arrachée. Moi non plus. » Et il disparut dans les escaliers. Le complice n'était pas un inconnu, c'était le neveu d'Émilie. Et il était maintenant en fuite, déterminé, invisible, et prêt à finir ce que sa tante avait commencé.
Le jeune homme, caché dans l'ombre de la cage d'escalier, avait les poings serrés, le souffle court et les yeux brillants d'une colère qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Il avait grandi en entendant Rebecca dire que la vie était injuste, que certaines personnes étaient destinées à tout prendre et d'autres à tout perdre. Elle lui avait murmuré pendant des années que Lila aurait dû être élevée par leur côté de la famille. Elle avait planté ses idées dans sa tête, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il les boive sans s'en rendre compte. Maintenant, en voyant Rebecca menottée, criant son désespoir tandis qu'on l'entraînait vers le fourgon, quelque chose se fractura en lui. Une fissure nette, irréversible. « Ils t'ont détruite », murmura-t-il. « Ils ont voulu te voler ce qui t'appartenait. Moi, je vais réparer ce qu'ils ont brisé. » Puis il descendit les marches, disparaissant dans un couloir secondaire de l'hôpital. Dans la chambre sécurisée, Émilie s'effondrait peu à peu, secouée par des vagues de culpabilité qu'elle ne parvenait plus à contenir. Lila dormait dans ses bras, blottie contre elle, ses petites mains serrées autour du tissu de sa blouse hospitalière. Elle ne comprenait évidemment rien de ce qui se passait. Mais l'angoisse d'Émilie lui transperçait le cœur. La docteure Hensley tentait de la rassurer. « Votre fille est vivante, stable, entourée de professionnels. C'est le plus important maintenant. » Émilie secoua la tête, le regard perdu. « Vous ne comprenez pas ? Si Rebecca est allée aussi loin, c'est parce qu'elle n'était plus seule depuis longtemps. Elle a trouvé quelqu'un pour l'aider, quelqu'un qu'elle a manipulé, quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour elle. De qui parlez-vous » Émilie inspira profondément. « Mon neveu, Thomas, le fils de notre frère, il vit avec elle depuis plusieurs mois. Elle l'a complètement retourné, il la vénère, il ferait tout ce qu'elle demande. » Hensley pâlit. « Vous pensez qu'il pourrait être l'ombre aperçue sur les caméras ?» Émilie se cacha le visage dans ses mains. « Je le crains. Et s'il sait que Rebecca a été arrêtée, alors il va essayer de la venger. Ou pire, il va essayer de récupérer Lila. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit violemment. 2 agents de sécurité arrivèrent, essoufflés. « Madame Parker, vous devez nous suivre. On déplace immédiatement Lila dans la salle blindée du sous-sol. Nous avons une menace potentielle sur les étages. » Émilie se leva d'un bond, serrant sa fille comme si elle craignait qu'elle s'évapore. « Il était là ? Thomas est là ? On ne sait pas encore, mais Marc nous a prévenus d'un complice. Nous devons bouger maintenant. » Émilie n'eut pas le temps de répondre. Rex surgit dans le couloir, glissant presque en s'arrêtant brusquement dans l'encadrement. Son museau tremblait, ses oreilles vibrèrent, puis il fit un bruit que Marc connaissait trop bien. Un grondement d'alerte. Pas de peur, pas de défense, un grondement de chasse. Et juste derrière lui, Marc apparut, le visage dur, les yeux fixés sur ce que Rex venait de sentir. « On le bouge maintenant », ordonna-t-il. « Tout de suite. » Le sous-sol de l'hôpital était un labyrinthe de couloirs étroits, de salles de maintenance, de portes métalliques blindées, servant à stocker les dossiers sensibles et les équipements de haute valeur. C'était aussi l'un des endroits les plus difficiles d'accès pour quiconque ne travaillait pas dans le bâtiment. On aurait pu croire que c'était l'endroit le plus sécurisé. On aurait eu tort. Marc accompagnait Émilie et Lila en tête du groupe. 2 agents armés fermaient la marche. Rex avançait en avant-garde, reniflant chaque intersection, chaque porte. Son comportement n'était plus celui d'un chien de patrouille, c'était celui d'un tracker, une machine vivante, entraînée à retrouver ce que personne d'autre ne pouvait déceler. Émilie marchait péniblement, ses jambes tremblaient, Lila dormait à moitié dans ses bras, son visage fatigué contre son épaule. La mère ne cessait de murmurer « Ça va aller, maman est là, tout va bien ». Mais ces mots étaient plus destinés à elle-même qu'à sa fille. Marc ouvrit une porte blindée, activant le système de sécurisation. Cette pièce est un bunker, aucun accès extérieur, aucun ascenseur direct, aucun escalier adjacent. Vous serez en sécurité ici. Émilie hocha la tête, larmes aux yeux. Et vous ? Marc inspira. Je vais terminer ce que j'ai commencé. J'ai arrêté Rebecca, je dois arrêter celui qui la complète. Elle voulut protester, mais il avait déjà posé une main sur l'épaule de Rex. Reste avec elle, le chien hésita une seconde, c'était visible sur ses oreilles, son regard, sa tension. Mais finalement, il s'assit près d'Émilie, comme une statue vivante, immobile, prête à se jeter sur le premier danger. Marc fit signe aux agents de rester avec elle, puis il sortit, la porte se referma lourdement derrière lui, dans un bruit sourd. Le verrou électronique cliqua, le silence retomba. Émilie respira enfin. Du moins, elle le crut, car de l'autre côté du sous-sol, dans les ombres, Thomas Hale avançait lentement. Il n'était pas grand, pas imposant, pas terrifiant. Juste un jeune homme au visage creusé par le stress,
les yeux gonflés par des nuits sans sommeil, le corps mince et nerveux. Mais dans sa main, il serrait quelque chose qui changeait tout, un scalpel récupéré dans une salle de soins inoccupée. Il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un, pas directement. Il avait une mission, ramener Lila à Rebecca quoi qu'il en coûte. Il longea les murs, passant devant des chariots, des placards fermés, des posters de plans d'évacuation. Il connaissait ce bâtiment. Il y avait travaillé 2 mois plus tôt comme agent saisonnier. Il connaissait les angles morts, les caméras aveugles, les couloirs où personne ne passait. Il arriva devant une porte en acier. Celle-là était différente, plus épaisse, plus lourde, avec un panneau électronique. Il s'approcha, mit son oreille contre le métal. Il entendit quelque chose, une respiration, un mouvement, la voix d'une femme, Émilie, sa tante, tout ce qui empêchait Rebecca d'être mère, et une autre présence, un son plus léger, le souffle d'une enfant, Lila. Le cœur de Thomas accéléra, il recula, chercha un point d'entrée, une ventilation, un panneau. Il en trouva un conduit d'aération, pas large, mais assez pour qu'un adolescent mince y glisse. Il sourit, un sourire triste, cassé. « Je viens te chercher, petite cousine. Comme tante Rebecca me l'a demandé, il retira la grille. » Et il commença à ramper. Dans la pièce blindée, Émilie tenait Lila et tentait de se calmer malgré la tension qui lui lacérait la gorge. Rex, à côté d'elle, tournait la tête de temps en temps vers le plafond, puis vers un coin de la pièce, puis de nouveau vers la porte. Il grognait légèrement, mais pas assez pour alerter les agents. Juste assez pour dire « quelque chose cloche ». Émilie passa une main tremblante sur sa tête. « Reste avec nous, encore un peu ». Mais Rex se leva soudain d'un bond. Il se tourna vers le plafond. Il grogna plus fort. Les 2 agents armés se redressèrent. « Qu'est-ce qu'il a ?» La réponse arriva sous la forme d'un grincement métallique. Un bruit lent, étrange, irréel. Émilie leva les yeux, horrifiée. La grille d'aération bougeait. Puis, lentement, elle tomba. Et dans l'ouverture sombre, des yeux apparurent. Le jeune homme glissa à l'intérieur de la pièce, comme une ombre tombée du plafond, scalpel à la main. Lila dormait encore. Émilie hurla. Les agents crièrent. Et Rex bondit. La scène explosa comme un éclair. Marc, lui, accourait déjà, alerté par les cris. Son cœur tambourinait contre sa poitrine. Il ouvrit sa radio, hurlant « Code rouge, compromission du bunker, je répète, compromission du… » Mais les cris étouffaient tout. Il entendait Émilie, il entendait Lila, il entendait Rex. Et il courait plus vite qu'il n'avait jamais couru de sa vie. Thomas venait de se jeter sur Émilie. Émilie serrait Lila, les agents tentaient d'intervenir, et Rex se battait comme un lion. La scène était un chaos total, et Marc n'était plus qu'à quelques mètres, quand il entendit le bruit. Un choc sourd, quelque chose où quelqu'un venait de tomber. Il traversa le dernier couloir, il vit la porte blindée ouverte, il vit du sang au sol, et il comprit que ce combat allait décider du destin de Lila, et du destin de tous ceux qui l'aimaient.